Patricia Koller, merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale de l'UFISC, l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles, qui est un réseau en fait, de structures. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà comment s'est fondé ce réseau et quelle est sa mission particulière? Alors en effet, l'UFISC est en fait un espace collectif de travail et de réflexion qui a été fondé en 2000 et qui aujourd'hui regroupe une quinzaine d'organisations professionnelles, organisations employeurs du champ du spectacle vivant majoritairement, mais également du spectacle enregistré et des arts plastiques. Donc initialement l'UFISC s'est créé sur une histoire de fiscalité, donc le nom ne vous surprendra pas, pour défendre la logique non lucrative des structures de création et de diffusion à un moment donné de circulaires associatifs sur les impôts commerciaux en 98. Et c'est ainsi en définitive que les réseaux, fédérations, disciplinaires se sont retrouvés pour défendre une même logique, c'est-à-dire celle des initiatives citoyennes artistiques et culturelles, défendant une autre manière de penser des démarches artistiques et culturelles sur les territoires. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi bien les arts de la rue, le cirque, les musiques actuelles du monde, les arts plastiques, voilà, dans un même giron qui essayent de travailler ensemble. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est sur une fiscalité, dit comme ça, on a l'impression que c'est technique, alors qu'en fait c'est sur les principes éthiques que vous retrouvez. Moi j'étais surpris quand j'ai rencontré pour la première fois l'UFISC de voir votre manifeste, qui n'est pas un manifeste d'une page gentillette expliquant que vous avez des beaux idéaux, mais qui va très très loin. J'en ai un exemplaire qui fait quand même 11 pages écrit tout petit. Donc quels sont ces principes éthiques? Comment avez-vous décidé de penser la chose? Comment les adhérents à l'UFISC comment ils ont... Est-ce que ça a été conçu ensemble? Est-ce qu'ils ont rejoint un projet que vous avez élaboré quelque part et puis au fur et à mesure vous avez intégré? Enfin, comment ça s'est passé? Comment ça s'est construit? Co-construit, co-construit, exactement. L'UFISC, comme vous l'avez compris, c'est à la fois construit sur une question très technique, très pragmatique, très concrète, celle de la fiscalité que rencontre toute structure qui développe une économie de projet, et en même temps très politique, puisque la fiscalité, il n'y a pas plus politique que la question fiscale, la question de la redistribution, la question de la manière dont on se positionne, est-ce qu'on est dans le marché, est-ce qu'on est dans la concurrence, ou est-ce qu'on essaye justement de défendre un autre mode de faire, d'utilité sociale, d'autres buts, en effet, que celle d'une logique de profit, malheureusement, dans laquelle parfois on est enfermé. Très très pragmatiquement, sur cette base-là, s'est développée en fait une description, une analyse un peu réflexive de ce qu'étaient les pratiques des acteurs dans différents champs artistiques. Et c'est là qu'ils se sont aperçus, en définitive, parce que moi j'étais pas là à l'origine, qu'il y avait des ressemblances, qu'il y avait un cheminement sur lequel on pouvait se retrouver, qu'il y avait des valeurs, mais aussi des pratiques, des modes de faire qu'ils pouvaient à la fois construire ensemble et défendre ensemble. Et les combats qui se sont ensuite faits sur la question de l'emploi, parce qu'il y a eu aussi l'intermittence, il y a eu aussi la question de la fin des emplois jeunes, qui a beaucoup participé au développement et à la structuration de ces projets associatifs. Et on voit bien aujourd'hui avec la remise en cause des aides à l'emploi à quel point ça peut impacter et mettre en difficulté ces petites structures. Il y a eu toute une réflexion en définitive sur l'organisation économique du projet. Donc pas seulement la démarche culturelle, mais aussi la manière dont ça s'organise. D'où cette construction d'un manifeste qui a été un temps acteur-chercheur en fait, de 2 ans. Il y a eu plusieurs réunions, à la fois la vie associative du réseau, mais aussi des rencontres publiques, qui ont fait qu'il y a eu un cheminement de 2 ans pour essayer, en effet, à travers ce manifeste, à la fois de dire quelle vision politique on a envie de porter, et c'est celle de la diversité et des droits culturels, et en même temps, quelles sont les pratiques réelles, avec les points de tension, avec les points de questionnement, parce que évidemment il y a beaucoup de marge de progression dans les pratiques, il y a beaucoup de choses encore à inventer. Et les engagements politiques que peuvent prendre un réseau auto-organisé d'acteurs de la société civile qui s'engagent aussi voilà, à la fois dans leurs actions et dans leur volonté de participer à la structuration du secteur et au-delà. Alors 2 mots-clés que vous avez mentionnés dans la même phrase, côte-côte, c'est diversité, donc là on est sur la déclaration, pour faire un peu technique, désolé, mais la déclaration de l'UNESCO de 2001, et puis les droits culturels qui sont la déclaration de Fribourg et qui sont arrivés dans les différentes lois d'abord européennes puis françaises, dont la loi NOTRe récemment. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux mots, enfin ces deux
concepts, ou en tout cas ces deux visions, et comment vous les mettez en pratique ensemble dans le cadre de l'UFISC? Alors, je crois qu'au début, il y a eu plutôt une manière de s'emparer de la question de la diversité culturelle qui était très proche des acteurs. C'est-à-dire de se dire qu'on n'était pas dans une approche de l'excellence ou de l'élitisme, mais plutôt d'une approche d'un terreau culturel, d'une diversité qui est celle du terreau et qui est celle d'un souhait de participation d'artistes qui s'auto-déclarent de pair à pair et qui inventent leurs nouvelles manières, parce qu'on était aussi musique actuelle, art de la rue, c'était des nouvelles manières, des nouvelles esthétiques. Et donc il y avait cette compréhension qu'on pouvait participer et inventer au-delà des logiques institutionnelles. Mais c'est très concret, la diversité culturelle. Et c'est très, très concret. On l'entend souvent maintenant parler dans le discours, on a l'impression que c'est un concept tout à fait. Qui a été créé de là-haut, alors qu'en fait, c'est une culture populaire également. Ça vient de l'histoire des territoires, ça vient de l'histoire des personnes. Et en effet, assez naturellement, le fait de se retrouver avec des textes qui parlaient à la fois des droits fondamentaux, parce qu'on a dit les droits culturels, c'est Fribourg, mais c'est auparavant le PIDESC, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, et au-delà même, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Donc de se retrouver quelque part sur cette vision politique qui n'est pas propre à un secteur culturel, mais qui est bien une représentation d'une vision qu'on pourrait appeler de nos voeux pour plus de justice et de paix. Nécessairement, quand on part de ces pratiques et qu'on essaye un petit peu de voir comment se référer, à quelle valeur se référer, parce qu'on parlait d'éthique tout à l'heure, donc il y a l'éthique de la pratique, et puis il y a aussi la vision, et là de se référer à ces textes-là semblait, je dirais, assez évident. Mais on y a travaillé en effet avec aussi des chercheurs ou avec des fédérations d'élus, etc., qui ont aussi amené la lecture de ces textes et de ces références internationales ou nationales. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui d'essayer de voir comment cette approche permet justement de continuer à progresser dans la pratique en se disant que chaque personne participe de la culture, qu'il doit y avoir une reconnaissance de la légitimité de toutes les cultures et que justement l'orientation à défendre par les pratiques et par la politique est bien celle de construire la personne dans ses libertés, dans ses responsabilités et puis dans ses capacités, puisqu'on évoquait Amartya Sen en amont de l'interview. Amartya Sen, référence qu'on a en commun évidemment, mais j'aimerais vous provoquer un peu, mais les droits culturels, on les rattache a posteriori aux droits humains fondamentaux. Ça semble un peu facile, ça semble un peu légitimé aux acteurs de la culture des subventions publiques à n'en plus finir. Alors déjà, est-ce que c'est pas une récupération artistique comme il y a des récupérations politiques d'événements en vue d'avoir des sous? Et deux, est-ce que le droit, dans quelle mesure pouvez-vous prouver, entre guillemets, alors le mot prouver est toujours compliqué parce qu'on n'est pas dans l'ordre scientifique, mais même l'ordre humain, que la culture est un droit humain fondamental. La personne est une culture, toute personne est une culture, c'est la déclaration de Fribourg. Très bien, mais alors pourquoi on ne laisserait pas les personnes se développer naturellement de leur côté, puisque c'est leur droit à eux, mais ce n'est pas forcément à vous de leur enseigner ou quoi que ce soit. Donc, en quoi les droits culturels sont acteurs ou principes fondateurs d'une politique culturelle aujourd'hui publique et ou privée? Alors, la première chose, je pense que c'est de dire que les droits culturels, c'est une vision politique. Déjà, la Déclaration des droits de l'homme, c'est une vision politique. Ce n'est pas quelque chose qui se construit naturellement. À un moment donné, c'est de dire on a cette volonté en effet d'avancer vers une manière de penser la culture avec... Donc d'un certain point de vue, c'est aussi sa limite, c'est une idéologie. C'est une idéologie, évidemment. Évidemment. Ou une utopie, comme dirait Jean-Michel Lucas. Ou une utopie, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous conduit, c'est pas naturel, c'est une volonté de vivre ensemble, une volonté de partage, une volonté de considérer l'autre dans sa dignité culturelle. Une sorte de contrat social. Voilà. Après, évidemment, ça crée de la tension, peut-être fructueuse. En tout cas, il nous faut trouver les espaces démocratiques qui permettent de gérer cette diversité et ce partage-là, et qu'ils le fassent justement dans l'apaisement, plutôt que dans un conflit destructeur. Or, aujourd'hui, on est plutôt dans des logiques qui vont, être descendants, donc qui vont s'imposer aux personnes, et non pas justement dans un espace démocratique.
Vous êtes en train de remettre en cause la démocratisation culturelle en disant ça ou... Dans une certaine forme, en effet, on peut se dire que simplement penser la politique à une logique d'accès à la culture en niant le fait que les personnes arrivent avec leur propre culture, c'est quand même un peu les délégitimer justement par rapport à ces droits fondamentaux, à leur dignité propre. Et pourtant la décentralisation, notamment la décentralisation théâtrale, a été un élément de croissance aussi humaine pour beaucoup de territoires. Alors, évidemment, historiquement, tout dépend de ce qu'on saisit dans la question de la décentralisation théâtrale. Ce qui est certain, en tout cas, moi je le prendrais peut-être alors avec un autre aspect, qui est de se dire que décentralisation il y a eu, mais je pense qu'il y a eu surtout décentralisation par la participation justement des citoyens, des personnes à la question culturelle. C'est quelque chose que je dis assez souvent, 7000 associations culturelles en 1959, 260 000 aujourd'hui. Je pense que si on veut comprendre, c'est un chiffre qui témoigne de l'aspiration des personnes à participer de cette vie culturelle. Et en effet, il y a une logique de décentralisation, c'est-à-dire qu'il y a une logique des collectivités et un peu de l'État de venir soutenir cette aspiration, puisqu'aujourd'hui on est à 35 000 associations. Ou la société, on pourrait aussi tout à fait penser que grâce à l'action suprémaciste de l'État qui se penche sur le peuple peut s'élever... Je provoque évidemment, mais je veux dire, c'est quand même intéressant que cette émergence des associations soit aussi due à ce que les artistes viennent dans les territoires faire lever ces vocations. Tout à fait. Il y a eu évidemment il y a eu les artistes, il y a eu l'éducation populaire, il y a un ensemble d'éléments qui ont fait qu'à un moment donné, il y a cette logique-là qui a pu aussi, s'organiser, parce que c'est aussi ça. La loi de l'association, c'est seulement 1901, c'est pas si vieux que ça. Et ça rejoindra sans doute aussi nos réflexions justement sur l'auto-organisation des personnes et la création la manière dont la démocratie, elle se vit aussi par cette capacité de faire commun et de s'organiser sur des objets comme ça d'intérêt collectif, utilité sociale, voire d'intérêt général. Et donc pour revenir à la culture, pour ne pas complètement perdre le fil, il me semble qu'en effet il y a eu une logique à la fois, quand même plus une logique d'invisibilité de ces initiatives pendant très longtemps, et que justement c'est aussi la force des fédérations, c'est aussi la force de ces acteurs d'avoir suscité en tout cas à un niveau national à un moment donné une reconnaissance. Le mot est peut-être encore un peu fort pour le moment, ça vient, mais en tout cas voilà, de changer, et ça participe de la question des droits culturels, une manière de faire politique culturelle. Parce que vous posiez la question tout à l'heure de dire est-ce que les droits culturels, est-ce que c'est pas une nouvelle forme de légitimation pour les acteurs de se dire voilà, ça va nous permettre d'avoir du financement public. Je pense on a assisté à ça, par exemple après les attentats, des artistes qui ont donnez-nous plus d'argent, on va lutter contre les bombes. Non. Il y a des récupérations artistiques et on se demande si les droits culturels, parfois, au même titre qu'il y a des récupérations politiques qui sont malsaines. Et on se dit parfois, il y a peut-être des droits culturels. Ce serait le risque. Serait de ne pas inventer la manière de faire droit culturel. Alors moi, il me semble qu'il faut l'apprendre de deux manières, et c'est ainsi qu'on essaye de la travailler à l'UFIS, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de l'éthique, c'est-à-dire des pratiques réelles des acteurs, et de la question de la politique publique. La vision des droits culturels ne se réalisera que si les deux sont liés. On n'attendra pas tout de la puissance publique. Et d'ailleurs, c'est jamais ce qu'on a fait, parce que sinon, je pense qu'on n'aurait pas développé... autant la graine n'aurait pas été plantée de la même manière. Mais donc c'est à la fois les pratiques, comment on fait progresser les pratiques, mais en effet le cadre normatif et le soutien de politique publique peut les rendre plus effectifs, peut rendre à un moment donné accompagner une capacité. Et quand je parle des acteurs, c'est aussi bien les acteurs professionnels ou dits professionnels, les artistes qui vont défendre leur liberté artistique, qui vont défendre la création dans l'espace public contre la privatisation commerciale de ces espaces, qui vont... il y a des manières... Il y a beaucoup de manières de rendre effectifs ces droits culturels. Maintenant, il faut que justement on sorte d'une logique de l'offre. Il faut qu'on sorte d'une logique de réparation par les droits culturels, parce que c'est aussi ce qu'on entend. C'est-à-dire qu'on serait dans la réparation plutôt que dans la remise en cause des inégalités. Et là, je pense qu'on se tromperait de discours si on pensait que les droits culturels, c'est de la réparation. Justement, c'est de la reconnaissance d'égalité avec l'autre. C'est pas la même chose. Et la même chose, on se tromperait aussi avec les droits culturels si on allait trop vite
dans des logiques d'outillage. C'est-à-dire qu'on se disait trop vite, les droits culturels, c'est la création participative, c'est l'action culturelle. Ou c'est une forme juridique de SIG, de SCOP, qui a une tendance quand même. On va revenir sur l'économie sociale et solidaire en lien avec ça, mais j'aurais une dernière question sur les droits culturels avant cela. Je ne sais pas si la question te semblera difficile ou pas, mais c'est dans le principe même des droits culturels, je trouve souvent, en tout cas, je lis souvent dans les approches des droits culturels une sorte d'universel abstrait de l'homme. L'homme est par nature une culture, et donc il faut respecter le droit culturel de chacun, sa culture propre. Jusque-là, ça va. Mais est-ce qu'on peut envisager un universel abstrait qui ne tienne pas en compte que certains hommes bénéficient du fait d'un statut de bourgeois, sans aspect péjoratif à ce mot, hein, mais avec un accès au musée, mais naturellement, parce que ses parents le font, ils vont au théâtre ensemble, ils emmènent toute la famille, et quelqu'un qui serait dans une cité et qui n'a que la culture urbaine, qui est très importante, la culture urbaine. Je ne suis pas du tout en train de la dévaloriser, hein, mais je dis, quand on a de l'argent, on peut diversifier les arts. Mais la culture urbaine, qui est une vraie culture selon moi, enfin en tout cas un vrai art, ils ne sortent pas de ce champ. Voilà. Mais je pourrais dire la même chose d'une aristocratie aussi, hein, qui ne sort pas d'un champ d'art lyrique. Hein, y a pas de... Mais voilà, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan, est-ce que toute personne, en disant mais oui, mais toute personne est une culture, est-ce qu'on ne prend pas un peu l'homme dans une abstraction théorique Moi, je pense qu'il y a deux choses. Quand on dit que chaque personne participe à la culture, ce qui n'est pas forcément exactement la même chose, c'est que moi je pense qu'il y a une hybridation des cultures dans chaque personne. C'est-à-dire que, et c'est là où on est plutôt sur une logique de glissant, c'est plutôt... Édouard Glissant, c'est plutôt des formes à un moment donné d'accueil des cultures, de partage, de réflexion, d'hybridation qui font naître une nouvelle manière de faire culture. Pour préciser, Édouard Glissant, c'est celui qui met la relation au centre du monde culturel. C'est ça, pour lui, ce qui fait culture, c'est ce qui fait relation entre les hommes. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, justement, plutôt que parler d'universel abstrait, qui serait plutôt, justement, peut-être une catégorie qui penserait qu'il y a une culture qui est universelle, on a besoin de réinventer ça avec justement ce phénomène de diversité. On a besoin de penser que l'universel, c'est la diversité. Et ça, on n'est pas encore... comment dire, complètement muni. Mais je suis d'accord, mais quand on regarde, par exemple, j'en parlais avec Luc Delarmina de l'association Opal qui travaille sur les accompagnements locaux, Luc me disait, mais oui, mais c'est pas la même situation. C'est bien de penser l'homme culturel, mais en même temps, il y a des vrais déserts. Enfin, et il me prenait l'exemple d'une ville qui est de 16 000 habitants, qui a été complètement laissée à l'abandon. Il n'y a pas un seul théâtre, il n'y a pas un seul cinéma, il n'y a rien. Il n'y a même pas de structure d'accueil. Donc, est-ce que ces personnes-là sont une culture? Oui, mais en même temps... Alors, il y a deux manières de répondre. C'est pour ça aussi que je relevais que les droits culturels, ils ne se pensent pas sans les autres droits. Et je relevais le pacte international des droits économiques, sociaux et culturels. On ne peut pas penser les droits culturels si on ne pense pas justice sociale. Justice sociale étant donc pas une logique de réparation, mais une logique d'égalité, ce qui n'est pas la même chose. Oui, mais alors parce que c'est en effet de travailler sur les inégalités sociales, les inégalités territoriales. Donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est de dire de ne pas renvoyer aux personnes une logique de cohésion sociale, etc., mais de les faire en tant que citoyens participatifs de la même manière. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, les droits culturels n'existent que si on est dans une société égalitaire? Mais on ne sera jamais dans une société égalitaire. Les droits culturels ne peuvent exister que si on travaille sur les autres droits des personnes. Ça, enfin, en tout cas, j'en suis convaincue. Après, en effet, de dire qu'il faut avoir des politiques qui effectivement permettent les droits culturels, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, elles doivent permettre de rendre plus égalitaires ou plus solidaires les territoires, etc. Donc, il y a la question de l'accès, parce que c'est beaucoup là-dessus de dire il n'y a pas de théâtre, etc. Il y a cette question de l'accès. Mais par rapport à la question des cultures urbaines, il y a aussi reconnaître que
les personnes, en effet, ont une culture légitime, que très souvent, c'est des Absolument. doubles cultures avec les parents, etc. Et que tout ça, on a quand même un peu tendance à le gommer. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans certains, et je ne pense pas forcément à la culture urbaine, mais dans certains milieux, il n'y a que la télévision qui atomise aussi la capacité culturelle de la personne. Enfin, il ne faut pas être non plus que dans une idéalisation d'une culture que... Moi, j'aime bien... Quand on regarde un petit poussin qui naît, le petit poussin, lui, il sort, il peut marcher. L'enfant, il fait rien si la maman n'est pas là. On n'est pas des êtres, autonomes. Et on est toujours des êtres seconds. Qu'est-ce que fait souvent la maman? C'est qu'elle chante des chansons. Ouais. Et peut-être que ça, voilà, c'est des premiers éléments culturels qui ressortent justement d'une histoire. Alors ça, on est d'accord, mais simplement, juste le point que je voulais soulever, c'est que l'homme est un être second. Il n'est toujours que dans une réponse. Et donc, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que l'apport culturel qu'on donne à une personne forge sa culture propre. Et donc si les moyens sont limités, ou alors les canaux sont complètement fermés, ou alors il y a un seul canal comme la télé, qui est le gros canal qui Moi je pense que étouffe. le canal, c'est plus la famille que la télé, mais si on parle de ressources culturelles, justement il faut prendre en compte toutes les ressources culturelles. Et pas seulement les ressources commerciales. C'est là où la reconnaissance, elle doit aussi se faire à cet endroit-là. La ressource du territoire, c'est plus que le lieu institutionnel de la culture qu'on a adopté de cette manière-là. C'est l'environnement culturel dans lequel on est. L'école, il y a plein d'espaces où on peut trouver de la ressource culturelle. Mais après, je suis d'accord, effectivement, un des éléments sur les droits culturels, c'est de rendre possible pour la personne l'accès à plein de ressources diversifiées. Donc il y a la reconnaissance des ressources, dites pour le moment souvent illégitimées, et il y a en effet avoir un partage. Mais souvent ce qu'on dit, pour revenir aux personnes qu'on dit plus favorisées dans un accès culturel, c'est que justement c'est peut-être là où se vit la communauté parfois la plus fermée aussi. Donc je pense qu'on peut s'interroger à plusieurs endroits de ça veut dire quoi avoir accès à la ressource, qu'est-ce que ça veut dire la question du partage. Et c'est vrai que ce qui est par exemple intéressant dans des logiques d'espace public, le moment où on vient à un endroit inattendu, dans un espace qui n'est pas nécessairement fait pour ça, en mélangeant les publics en fonction de là où on va arriver, c'est peut-être justement, mais une fois de plus, je ne dis pas que c'est la solution, je dis que c'est un exemple qui permet de repenser un peu la manière dont on va accéder à ces ressources culturelles et le moment où on va faire médiation sur la ressource aussi. Et alors, c'est vraiment intéressant, il y aurait matière à long débat et je trouve que c'est riche d'approche. On va juste poser une question sur qu'est-ce qu'apporte l'économie sociale et solidaire dans ce schéma où on a parlé surtout d'une vision humaine, humaniste, politique. Donc quel est l'apport de l'économie et je crois savoir que vous défendez plutôt l'économie solidaire que l'économie sociale. Donc j'aimerais bien savoir peut-être la distinction que vous faites entre les deux. Justement, je pense que la question de l'économie solidaire, c'est pas vraiment une question économique. C'est plutôt une question démocratique. D'où le fait qu'en effet, d'où le lien avec la question de la défense des droits fondamentaux. Parce que tout le projet de l'économie solidaire, c'est de réinscrire l'économie dans le politique, donc de réinscrire la manière d'organiser les moyens de production, d'échange, etc., dans une vision politique qui serait celle de assurer, exiger la garantie, l'exercice de ces droits fondamentaux. Et pour ce faire, il nous semble que dans une société où le premier but d'une économie ou d'une entreprise est celle de réaliser, c'est pas moi qui le dis, c'est le code civil malheureusement, l'intérêt des actionnaires qui ont pris part à la société, ça ne rend pas forcément très facile cette logique de défense des droits fondamentaux. D'où le fait de défendre une économie solidaire qui organise l'organisation du travail, les entités économiques, un écosystème de territoire et d'échange, en essayant, je dis bien en essayant, évidemment on n'a pas encore été totalement dans la transformation sociale, comme on pourrait l'appeler de nos voeux, mais en essayant d'inventer de nouvelles pratiques et surtout en faisant valoir cette logique d'une nouvelle économie politique. L'économie est politique, l'économie n'est pas technique,
Et donc, il faut pouvoir en effet en saisir l'idéologie, puisque c'est aussi de cela qu'on parle, qui est sous-jacente aux formes d'économie. Donc c'est une bataille idéologique que vous menez. C'est une de deux visions. De deux visions politiques, je pense aujourd'hui qui ne... Voilà, en effet, dont on sent qu'elle est plutôt destructrice, dont on sent que la financiarisation grandissante, les impacts environnementaux, les impacts, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, l'OCDE le dit, enfin tout le monde le dit, l'inégalité va croissante, on n'a jamais été aussi riche avec une concentration de richesse aussi importante. Je crois qu'en effet, il est temps de repenser la manière dont on organise notre économie pour qu'elle ressemble à la société qu'on veut porter. Petite question finale, repenser l'économie, repenser le pacte culturel, tout ça c'est magnifique et vous avez eu une réunion avec notre ministre de la Culture Françoise Nyssen le lundi 15 février dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé et puis est-ce que ça a suscité en vous des espérances, des inquiétudes, des déceptions? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette réunion? Alors, en effet, j'ai participé à la plénière du Conseil national des professions du spectacle, donc, qui a été la première séance avec Françoise Nyssen depuis son arrivée au gouvernement. Donc, c'est une séance qui réunit toutes les organisations professionnelles du spectacle vivant et enregistré, aussi bien employeurs que salariés. Donc l'UFISC, en tant que fédération professionnelle employeur, participe régulièrement au bureau et au conseil donc, des plénières. Le fait voilà, que la ministre a pu renvoyer un certain nombre d'éléments sur la politique aujourd'hui du gouvernement. Alors à la fois des éléments, on va dire, notamment sur le champ professionnel, l'intermittence, où elle nous a indiqué que les engagements seraient tenus de maintien du régime, etc. Ce qu'elle a répété au BIS aussi dans le discours aux professionnels. Après, évidemment, lorsque l'on voit le processus Action publique 2022 qui est en train de s'engager avec une volonté affichée d'économie budgétaire, donc plutôt une politique austéritaire, et une volonté sous couvert de modernisation d'un certain nombre de tendances justement à renforcer une concentration des moyens qui est déjà effective dans les territoires. On n'en a pas parlé, mais on sait bien que la recomposition territoriale participe plutôt de ces formes de concentration. Donc on aurait cela au niveau de l'État, et voir une logique et c'est aussi ce qui nous gêne par exemple avec des projets comme le Pass Culture, de renvoyer une politique culturelle plutôt à la logique de marché, plutôt à la logique industrielle, et justement de ne pas du tout renforcer le champ public et notamment les initiatives citoyennes. On le voit au niveau du ministère de la Culture, on le voit aussi sur la vie associative ou sur l'ESS. Je commençais avec les contrats aidés ont été destructeurs, et on voit qu'aujourd'hui qu'il y a une attaque sur la vie associative de manière plus générale, conjoncturelle sur les moyens, mais aussi plus fondamentale sur ce que représentent les associations en termes de capacité critique des citoyens sur la dimension politique, qui est extrêmement, à mon sens, dangereuse aujourd'hui. Et donc, en un mot, vous vous sentez comment après cette réunion? Un mot, inquiète. Inquiète. Comment je ne saurais pas dire, mais parce que malheureusement c'est pas simplement la réunion. Je veux dire, on peut pas simplement. C'est toute une logique. C'est une logique qu'on a et qu'on a parfois combattu, voilà. Mais au-delà de ça, vraiment, moi je suis moins dans le combat que dans l'offensive. Quand on dit qu'on est sur l'économie solidaire, on est sur l'initiative citoyenne, on est sur les droits culturels. Les droits culturels sont dans la loi. L'ESS a été reconnu aussi dans la loi. Il y a des choses qui se font sur le terrain tous les jours. Et moi, il me semble que c'est cette offensive-là qu'il faut mener pour faire valoir justement des modes de faire différents. Donc, en cela, je suis confiante. Merci.